OK. Alors, dans le secteur de Portneuf, il y a 17 clubs de SADA. Je suis partout sur le territoire, sauf à Saint-Uribe. Dorénavant, avant ça, il y avait un club à Saint-Uribe, mais je crois qu'il est parti depuis plusieurs années. Mon mandat débutait en 2019 et puis j'achève. Là, je suis dans mon dernier mandat. Il va se terminer en avril 2026. Moi, je soutiens les clubs de Portneuf dans leur... je les aide à leur administration. Il y a 17 assemblées générales qui s'en viennent au cours des mois d'avril et de mois de mai. Alors, je les supporte, j'assiste à leurs rencontres, je les supporte dans leur assemblée générale. Et puis, quand ils ont du questionnement sur leur administration, bien, ils s'adressent à moi. Moi, j'occupe un poste aussi au sein du conseil d'administration. On est la région de Québec comprend 165 clubs. Alors, c'est assez grand, avec une possibilité de 105 000 membres. Mes derniers calculs, ils sont autour de 5 500 environ. Les gens ont la possibilité de prendre une carte pour 1 an et une carte pour 2 ans. Alors, notre mandat, à nous aussi, à la FADA, c'est de défendre le droit des aînés et puis s'assurer aussi qu'ils ont des loisirs pour éviter d'être isolés. Oui, alors ça, c'est bien important. On revendique les droits pertinents ou nécessaires auprès des paliers gouvernementaux, soit provincial, municipal ou encore fédéral. Ben, j'ai regardé un peu toutes les orientations, tout ce qui est associé à ce fil des orientations. C'est sûr que les aînés ont des besoins, tant au niveau des technologies. Hein, il y en a, là. Les caisses populaires vont disparaître de plus en plus. Alors, nos aînés sont dépourvus là, de moyens. Alors, il faut leur montrer comment ça fonctionne, un peu la technologie. Ensuite, le loyer, l'habitement, le logement, ça devient de plus en plus compliqué. Les gens vivent longtemps, hein? 100 ans, là, j'en vois beaucoup. Ouais, de plus en plus, sans rester dans leur résidence. Il faut l'organiser pour qu'ils demeurent dans leur résidence, pour leur donner les moyens aussi, puis ils demeurent dans leur résidence. C'est important. Alors, moi, ça vient me chercher beaucoup, là. Et puis, il faut aider aussi les aidants naturels. Parce que si on veut que les aidants naturels puissent aider leurs parents et s'aider, il y a beaucoup d'amis qui n'ont pas leur conjoint, n'ont pas de conjoint, sont seuls, des célibataires. Ça prend quelqu'un pour les aider. Ces gens-là aussi vont demeurer dans leur maison. Alors, c'est au niveau alimentaire, c'est au niveau de toutes sortes de choses comme ça. Mais le logement, j'avoue que ça vient me chercher là. On voit aussi que les gens se posent la question, c'est pas un aîné, c'est quoi l'âge d'un aîné? C'est 50 ans, c'est 60 ans, c'est 65 ans? C'est quoi que 50 ans? Hein? C'est quoi pas un aîné? Elle travaille encore. Alors, si on veut qu'elle reste sur le marché du travail, c'est la belle expertise. Oui. Il faut la garder, mais comment on la garde, puis avec quoi on la garde? Puis, ça me fait toujours plaisir de revenir dans les régions, puis en particulier dans nos villages, aux beaux villages au Québec. Et je suis infirmière de profession, je veux quand même le mentionner. J'ai toute ma carrière dans le réseau pour la santé des services sociaux. Et mon mandat venait à échéance et que je me préparais à demander un renouvellement de mandat. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Leau. Et puis, c'était pas prévu. Honnêtement, la deuxième fois que je l'ai rencontré, j'ai décidé que je demandais pas de renouvellement de mandat. J'ai plutôt informé qu'au conseil d'administration que je prenais ma retraite parce que, bon, j'étais éligible à ma retraite et que je me suis présentée en politique. Alors, c'est un grand, grand privilège pour moi d'être ministre responsable des aînés. Dans ma carrière, j'ai géré l'Institut de gédiatrie de Montréal, Bacchanal. Plus de 17 CHSLD, plusieurs FPA. Au Québec, il y a actuellement 1,8 million de Québécois, Québécoises en 65 ans et plus. 1,8 million. En 2031, donc c'est très, très bientôt, il va y avoir 500 000 personnes de 65 ans et plus qui s'ajoutent aux 1,8 million. Or, on va être à 2,3 millions de Québécois, Québécoises de 65 ans et plus. C'est la première fois qu'on va vivre ça au Québec. On est vraiment dans un changement des générations et où on va avoir plus d'aînés que de jeunes. C'est qui, depuis les 60 dernières années, on a changé la société du Québec, tout le monde ensemble. Que moi, je dis toujours dans M. Legault, je suis convaincue que c'est les aînés qui sont rendus aujourd'hui 65 ans et plus, qui vont voir essayer de changer le portrait du vieillissement au Québec. Ça, j'y crois énormément.
il y a 3 affaires qu'il faut que vous obteniez pour vivre en santé, puis pour vieillir en santé. La première chose, avoir un toit sur la tête, OK? Donc, avoir une maison qui est sécuritaire, qui est de qualité, puis qui est accessible, qu'on est capable de se payer. OK? Donc, d'avoir un toit sur la tête. Très, très important. C'est une condition extrêmement importante. Deuxième chose, il faut être capable de s'alimenter. Puis, s'alimenter de façon bien manger. OK? Donc, vraiment, ça, c'est la deuxième condition. Puis, la troisième condition, vous allez voir, c'est quand même assez simple, c'est avoir un réseau social. Donc, de ne pas vivre dans la solitude. Puis, quand comme on a 65 ans écrit, il n'est pas trop tard pour se mettre en forme. Il n'est pas trop tard. Je travaille avec des cardiologues, avec des gébières. Ils disent, il n'est jamais trop tard pour faire de l'exercice physique. Puis ça peut être des classes d'exercice. On n'est pas en train d'aller courir le marathon, bien aussi. C'est pas ça. Bien, c'est de faire des activités physiques constantes. Puis l'autre élément important, ben c'est vraiment la santé du cerveau, la santé cognitive. Donc, c'est de se forcer, faire des efforts pour continuer de faire travailler votre cerveau. Puis ça, c'est important, mais il y a différentes façons là, de le faire. C'est important que les aînés prennent leur place. Très, très important. Et puis, toute chance qu'on a les aînés, parce que dans la plupart des régions du Québec, on a beaucoup d'organismes bénévoles. Si on n'avait pas fait nos aînés, nos organisations bénévoles, il y en a plusieurs qui ne seraient pas là. Et que ça, c'est extrêmement important. Alors, donc, voilà un petit peu vieillissement actif, très important. Notre gouvernement a sorti la stratégie nationale Fierté de vieillir. Donc, j'ai fait adopter cette stratégie, qui est une stratégie sur 5 ans, 2024-2029. Il faut qu'on change notre regard sur nous-mêmes. Ça, c'est très important. Et je veux juste en rien mentionner que la stratégie gouvernementale, en fait, c'est une stratégie qui inquiète plus de 30 ministres et organismes. Au Québec, on sait, souvent les élèves vivent dans des grandes maisons. De un moment donné, ça devient lourd, hein, que j'ai aidé une maison, on sait tout le stress que ça allait ici. Les coûts, et j'ai aidé de grandes maisons. Donc, on permet maintenant aux municipalités, il faut qu'ils se donnent des règlements, il faut que ça, mais de pouvoir aménager sur un même terrain une plus petite maison, par exemple. Okay? Pas juste des maisons bigénérationnelles, des fois c'est carrément une maison détachée, là, des petites maisons, des transformations de bâtiments, des discours. Donc, on veut aller là-dedans. Ça, c'est très important. Je veux dire, quand on va dans l'Ouest canadien, là, on voit ça. Des parents qui décident, tu sais, moi, j'ai besoin de petits. Là, les aînés, pas de choix de les élever. J'ai dit le logement abordable. Parce que la ministre de l'Habitation, elle a dit comme objectif l'année passée de construire 10 000 logements abordables. Alors, j'ai noté, j'ai dit, c'est pour qui les logements abordables? Elle dirait pour les familles, bon, pour les personnes aussi qui prennent le santé d'art, OK. Mais j'ai dit, pour les amis, quand on a combien? Et que là, c'est en discutant avec elle, Francélème, elle a dit, OK, dans mon 10 000, je vais en mettre 4 000, ça va être du logement abordable et plus accessible pour les aînés. Et que c'est comme ça qu'on fait notre stratégie. Peut-être parler de soutien à domicile. C'est très important, le soutien à domicile. Notre gouvernement investit actuellement 2,6 milliards par année en soutien à domicile. Une autre priorité est, en fait, c'est en lien avec l'hébergement. Comme vous savez, en vieillissant, certaines personnes ont des maladies qui ont besoin de soins et de services. Des fois, avec 4 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, donc, il y a tout le volet des CHSLD, des FPA, les ressources intermédiaires, les maisons des aînés, c'est tout dans la même catégorie. Donc, on augmente le nombre de places à chaque aide. Alors, je voulais vous donner ça un petit peu un portrait vieillissement actif, soutien à domicile, hébergement. C'est vraiment, je dirais, les principaux dossiers sur lesquels je travaille.
Maintenant, je dois terminer avec ça. C'est très important de soutenir nos organismes communautaires. Les projets de gébiatrie sociale, je veux en parler parce que je les ai parlé beaucoup des gens de le vivre à la maison. Mais vivre à la maison, c'est pas seulement les CLSC de VIAV. Il faut aussi que nos centres d'action bénévoles soient au rendez-vous. Il faut que d'autres organismes soient au rendez-vous. Et on veut, dans toutes les communautés, créer des équipes de géniatrie sociale. Donc, on est en train de regarder ça. Ces équipes-là, c'est un peu des équipes à barre. Puis, ce qui est plus difficile pour les aînés actuellement, là, c'est il y a toujours l'accès à la médecine de famille. On suit, vous savez, très difficile. Christian Dubé, le ministre de la Santé, travaille très, très fort là-dessus. On est en pleine négociation avec la Fédération des médecins normaux-praticiens. Donc, bonjour. Je m'appelle Francine du FADOC du club de Saint-Casimir et Cantor. Alors, tantôt, vous avez justement parlé du transport. Alors, c'est certain qu'on veut rester en forme le plus longtemps possible. Et les personnes aiment rester longtemps à la maison aussi, le plus longtemps possible à la maison. Alors, des fois, rendu à 80, 90, si on a des problèmes de santé en région, pour le transport dans des hôpitaux, Québec, Trois-Rivières, on peut parler de 60, 80 $ du voyage. Si une personne a besoin d'y aller 2 fois, 3 fois dans une semaine, on sait jamais, là, avec les traitements, on peut pas mettre ça sur le même bout non plus, là, du moins je le pense pas. Alors, pour beaucoup de personnes, c'est très dispendieux. Un des leviers qu'on a pour le transport, c'est de soutenir nos organismes métiers. Là, on va les soutenir, moins ils vont avoir à charger pour les transports, puis peuvent faire. Ça fait une grande différence dans l'économie. C'est des bénévoles qui font ces transports-là. J'imagine que c'est la même chose ici, là, comme tout un organisme qui pratique, une petite équipe qui gère tout ça, et les relations, etc. Mais essentiellement, ce sont les volets. Il y a le crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Ça aussi, il y a une façon d'aller chercher un peu d'argent à ce niveau-là. Puis finalement, il y a juste le crédit d'impôt prochain, là. Et ce sont des crédits d'impôt qui peuvent aider à donner un petit peu plus le souffle financier. Je préciser quelque chose qui est important, j'ai oublié de faire tout à l'heure en préambule, c'est que donc vous êtes là, mais on a des acteurs qui sont essentiels assis à cette table-là, qui sont justement les organismes dont je parlais tout à l'heure. Je vois les représentants de la table de concertation des aînés de Portneuf et le HALO, qui vraiment, on parle de transport, mais d'accompagnement de vers nos aînés, etc. Donc, je voulais juste interrompre quelques instants pour préciser leur présence parce que ils sont vraiment essentiels dans la manière de fonctionner ici. Je demandais à quel point qu'on peut améliorer le sort de la personne âgée. Comme, par exemple, en temps de confinement. Parce qu'on doit avoir été des choses depuis la pandémie. Mais quand vient le temps qu'il y a une éclosion, comme par exemple dans un CHSLD, c'est toujours 10 jours, minimum. Aussitôt que 2 jours, 2 personnes plutôt, de 2 personnes et plus, tout étage est confiné. Donc, ils ne participent plus aux activités. Donc, ils sont confinés dans leur chambre. Je regarde les Côtes Nevers, depuis les 3 derniers mois, elle a été quelque chose comme 45 à 50 jours renfermée dans sa chambre. Est-ce que c'est normal? Il y aura sûrement une façon de travailler autrement, de protéger les gens qui ont, par exemple, plein de personnes qui veulent l'air, d'en prendre un peu plus soin dans sa chambre, de prendre toutes les précautions envers elle et d'aller faire un social avec les autres personnes sur le théâtre. Et les règles viennent de la santé publique. C'est vrai qu'avec la pandémie, ça a été un moment extrêmement difficile, où on a, dans une perspective de protéger, on a fait des actions qui ont fait en sorte que les personnes ont été isolées. L'intention de départ, c'était de protéger, mais ça a été comme des mesures qui étaient vraiment, qui ont dépassé, là, je dirais, les bottes pratiques. Et on a appris de ça. Il y a eu des guides de prévention des infections qui ont été faits dans l'ensemble des CHSLD.
Puis là, il y a des CHSLD qui n'appliquent pas les règles tous de la même façon. Il y a une question de jugement à l'intérieur de ça. Si la personne, tu sais, en fait, tu sais, il faut voir, les gens sont vaccinés. En plus, on offre la vaccination contre l'influenza, la vaccination contre la COVID, contre le ERP. Donc, les aînés sont quand même, je veux dire, protégés avec la vaccination. La vaccination est offerte en CHSLD à chaque année. Alors, ça continue cette année. On fait ça, tu auras plus de temps. Et donc, il y a une limite ici à vouloir comme se protéger. Ça crée d'autres effets secondaires, sont pris. Bonjour, je suis Chantal, je suis de la Légion de Saint-Hubert. Donc, je suis ici en termes de citoyenne. Donc, ce que Paul dirait, ce que j'ai appris aussi, on parle des déterminants sociaux de santé, mais on parle de l'accès aux services. On sait que on a beau manger bien, on a beau faire d'activités physiques, si nous n'avons pas accès aux services, on en connaît vos conséquences. Et comme résident de Saint-Hubert, l'accès aux services, c'est comme si les services, que ce soit... Puis là, je parle de mon expérience, je ne juge pas, je ne fais que parler de mon expérience. Mais mon expérience est quand même basée sur une expertise. C'est comme si les services ne dépassent pas Saint-Marc ou ils ne dépassent pas Dôme-le-Colon, et même au niveau des organismes communautaires. Et je vais mettre mon chapeau de proche aidante pour 2 personnes. Et mon conjoint et ma fille. J'ai une fille lourdement handicapée, âgée de 22 ans, et j'ai le domicile et j'attends toujours les services. J'arrive pas de service pour mon enfant. Et les services se rendent pas. Et un jour, quand mon mari a eu des traitements pour le cancer, quand on est proche à l'heure d'un enfant, il n'y en a pas de service, il n'y en a pas d'aide parce que je serai juste vos prochains 500 000 bientôt, dans quelques années qu'on va voir dans 65 ans. Donc, il n'en a pas d'aide. Et pour moi, prendre ma fille, lourdement handicapée, me rendre à Québec ou à Saint-Marc pour des prélèvements sanguins, si on fait le DEPA, c'est qu'il y a des prélèvements qu'elle ne peut pas avoir. Et alors, savez où je la change de couche? Dans mon coffre d'auto. Même au CHUV à Québec. Il n'y en a pas. Donc, pour nous, se déplacer, c'est quelque chose de beaucoup. Et j'aimerais ça un jour de pouvoir mourir et savoir où va aller ma fille. Donc, excusez-moi, ça m'a toujours émotif de se nommer cette chose-là. Donc, l'accès aux services dans l'ouest de Portneuf, c'est un réel problème. J'ai la chance d'être en santé, mais j'ai appris que le prélèvement sanguin, ça court au mois de juin. Alors, quand on parle d'accès aux services, c'est ça aussi. Et si je prends ma Juliette pour aller à Saint-Marc-des-Carrières et que je passe 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures à l'urgence, je vais devoir la changer de couche dans mon propre auto ou au sol. Ça nage pas comme tout le monde parce qu'elle a les aides cétogènes pour gérer son épilepsie. Là, je parle juste de ma fille Juliette. Je vous parle pas de mon mari qui est encore confronté au cancer. Et pourquoi je voulais des services? Pour ma fille, c'est d'être capable d'accompagner mon mère. Quand il y a le traitement, j'ai jamais été capable de le faire. Le soutien à domicile, je veux quand même juste lui dire, là, depuis 6 ans, on augmente constamment le nombre de personnes décédées en soutien à domicile. OK? Alors, donc, on est à 400 000 personnes qui sont décédées au Québec comme soutien à domicile. Et je pense que c'est important qu'on regarde de façon précise comment est organisé les services parce que, honnêtement, c'est pas parfait, là. Je suis pas en train de vous dire ça. Mais on augmente à chaque année. Mon objectif, c'est de desservir entre 10 000 et 15 000 personnes de plus en soutien à domicile. On y va vraiment graduellement, parce que de toute façon, on n'a pas toutes les ressources. Alors, il n'y a pas de raison que vous receviez pas de services de soutien à domicile. Alors, je connais pas toute la configuration ici, mais il faut qu'on regarde avec Vincent, là. Parce que les équipes de soutien à domicile, ben, il faut qu'ils organisent leurs services pour répondre aux besoins des personnes. Un service de pognagnie de soutien à domicile. Je vais avoir 70 ans autant. Je travaille encore en théâtre et 70 heures par semaine. Je suis en cinéma, communication, culture. Souvent, on a accès, des fois, on pense qu'on a accès, soit les subventions, les partenariats, mais je suis assez 35 ans et moins. Alors, j'ai 2 voix pour 35 ans, donc je peux pas faire 2 demandes, c'est impossible. Dans les dernières années, je me suis obtenu des parents qui sont décédés dans les 90 et 94 ans.
je passais dans la pandémie comme Toronto, en plus de faire mon travail en temps plein. Présentement, depuis une couple d'années, c'est ma conjointe qui a mon âge, qui a en difficulté aussi de santé. Alors, je me dis, je suis pas tout seul à avoir plus que 65 ans, à travailler encore à temps plein, à avoir encore toute ma santé, ma tête, bien sûr, vous pouvez en juger, c'est vous qui décidez. Mais au moins d'avoir des projets, d'avoir, tu sais, les yeux malus, quand je pense à un nouveau projet, je pense au Festival de Fête, sur l'environnement encore autour que j'ai fondé de 21 ans, qui existe encore. Quand on me dit, est-ce qu'il y a je sais pas, tu fais de la promotion, de la publicité ou de quoi pour encourager les gens de mon âge et plus à continuer de travailler dans la société parce qu'il manque de personnel partout. J'essaie, moi, de trouver des gens qui peuvent nous donner un coup de main dans ce que je fais. Ceux qui sont à Montréal ou au Québec, ils sont jeunes, quand ils viennent une fois. L'année d'après, ils viennent pas parce qu'ils ont trouvé des emplois temps plein. Mais dans les régions, comme nous autres, c'est à peu près 50 000, la région de Portneuf, il doit y avoir moyen d'avoir des incitatifs pour que les gens aient le goût de motiver leur affaire sur, oui, du bénévolat, c'est le fun, mais aussi avoir un emploi peut-être 10 heures par semaine, 20 heures par semaine, peut-être 10 mois, mais je sais pas, tu sais, mais dehors de quoi qui est crisis. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Internet et taper ce guide aligné 2024. Donc, pour les onglelistes qui sont ici, peut-être que... Alors, il existe des versions papier là dans les bureaux Service Québec, mais si vous allez et vous avez donc là toutes les crédits d'infos et mesures sont mis à la disposition des personnes de 65 ans et qui, parce qu'en bouche, j'en ai nommé 3, là, qui y en a au moins 20 firmes de crédits d'impôts différents. Et là, c'est pour ça que je reviens avec ça. Le ministre du Revenu est en train d'évaluer les mesures pour faire en sorte que les personnes qui approchent de la retraite ou ceux qui sont déjà retraités, qui veulent revenir sur le marché du travail, ne seront pas pénalisés par l'impôt. Et c'est important de faire un travail qu'on aime faire naturellement. Puis c'est sain de travailler. Alors, c'est vraiment important. Puis là, je donne cet exemple-là, mais c'est dans tous les domaines, Puis on le voit même avec les médecins. On a des médecins qui pratiquent, beaucoup de médecins qui pratiquent dans 70 ans et plus, qui disent, je m'en vais pas parce que si je m'en vais, je vais, si je vais continuer, j'ai mon groupe de patients, tout ça. Fait qu'on a de plus en plus dans différentes professions. Bonjour. Bonjour. Chantal Lépine, Clic Portneuf, mais je vais parler pour en tant que proche aidante. Je suis une proche aidante de plusieurs personnes, puisque mes parents, j'ai des tantes qui n'ont pas eu d'enfants, donc c'est moi qui s'en occupe. Merci beaucoup de nous donner la parole, parce que les proches aidants, on n'a pas souvent la parole. Je pense que madame, comme Sylvie a dit, souvent, j'ai comme question, en fait, comment on peut faire pour alléger le poids des papiers, des choses qu'on remplit pour essayer de se faire valoir comme proche aidant. C'est incroyable le temps que je peux mettre pour chaque personne que j'aide, juste pour avoir un petit peu plus d'aide. Est-ce que vous parlez du chèque emploi-service? En fait, de tout ce qui est papier. Parce que tantôt, je ne vous ai pas parlé de ça, mais ça dit qu'on... OK, bon, on va jaser à courir une solide, c'était chez Castillon, c'est notre personne. Donc, c'est vraiment avec une évaluation qui est faite par les professionnels de la santé, évaluation, définition des besoins, qui après ça, il y a un montant d'argent qui est donné au proche aidant qui puisse lui-même acheter les services, que ce soit pour son conjoint ou ses enfants, et peu importe la personne qui est aidée. Et que chez l'emploi CP, on est en train de l'améliorer grandement, parce que quand je suis arrivée en fonction, on m'a expliqué c'était quoi la méthode pour transmettre l'espèce de relevé à chaque semaine. Oui. J'en revenais pas. On m'a dû expliquer ça 4-5 fois. C'était tellement compliqué que je ne comprenais même pas la procédure. Je me dis comment les parents peuvent faire ça. Alors, on a vraiment, on l'a lancé il y a environ 1 mois et demi. C'est en train de se mettre en place. Parce qu'on peut la faire avec le mouvement des jardins. C'est eux qui rembourse la guerre. Mais c'était vraiment la maison de chou, là, quand on prend ça, qu'il y a d'autres images, tout ça. Qu'on est en train d'améliorer ça, qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ici. Dès qu'on a une loi sur la proche aidance, on est une des rares nations à avoir une loi sur la proche aidance. Il y a un plan d'action national, il y a de l'argent qui est donné aux différents organismes.
Puis il y a de l'argent qui est donné pour le chèque emploi 7 piastres. Mais on doit constamment s'assurer de soutenir nos proches aidants. Il n'y a pas rien qui est, on n'est pas à zéro, là. Il y a quand même beaucoup de mesures de le faire. De s'occuper de plusieurs personnes, là, c'est quelque chose. Puis souvent, c'est les proches aidants qui, si on les soutient pas, c'est eux qui vont tomber malades. Alors, je suis contente de vous avoir entendu tout à l'heure, si j'ai bien compris. Vous dites que Revenu Québec va travailler à un crédit d'impôt pour les travailleurs de 60 ans et plus. Alors, je veux juste dire qu'un des mandats de la FADOC, c'est de défendre le droit des aînés. Puis, on avait déjà fait une requête pour que les 60 ans et plus aient un crédit d'impôt et on l'a remis à 65 ans. Alors, j'espère qu'on va y travailler vraiment parce que c'est important, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de gens. Moi-même, je travaille encore une journée par semaine. Alors, c'est plate un petit peu de travailler quand tu vois tout ton argent s'en va aux taxes, etc. Alors, j'aimerais bien qu'on soutienne ce dossier-là. Pour nous, la FADOC, c'est très important. Et je veux dire aux membres de FADOC, là, c'est une requête qu'on a très à cœur, vous autres, à la FADOC. On veut vraiment que ça arrive, tout ça. Donc, il y aura différents rapports, recommandations, là. C'était partie de mes priorités. Bien, merci Sonia. Moi, je dis des pas, je savais que ce serait très intéressant. On aimerait passer encore plus de temps. Et puis, je peux pas m'en plaindre, là, mais on a un caucus qui commence à 6h30 à Québec, donc c'est pour ça que j'avais pas le temps de retourner là-bas et puis de prendre part à une nouvelle réunion. Je peux vous assurer qu'il... Tu sais, je dis souvent à la blague à M. Legault, pas M. Legault, mon premier parti, c'est Portneuf. C'est sûr que ma famille politique, c'est la CAQ, et mon premier parti, c'est Portneuf. Je peux vous assurer que l'équipe travaille fort. J'entends Sonia vous l'écrire un petit peu tout ce qu'elle a fait dans les derniers temps. Le problème et le défi, c'est de chaque jour s'ajoutent de nouveaux défis. Je veux dire, dresser le portrait tout à l'heure de nos aînés dans Portneuf et puis de ce que ce sera dans 10, 15, 20 ans. Donc, ne croyez surtout pas qu'on n'est pas au travail, c'est compliqué. Je sais que un des grands enjeux ici, Sonia, dans l'ouest de Portneuf, notamment, c'est l'accessibilité à un médecin de famille. Moi non plus, j'ai pas de médecin de famille, mais je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à pas en avoir. Alors ça, c'est vraiment un gros problème. On travaille pour eux. J'essaye toujours, quand je viens à Saint-Marc et je dis, c'est sûr que ma mère a une expression qui dit on n'attire pas de bouche avec du nez. Donc c'est sûr que si à force on dit à Saint-Marc tout va mal, à la clinique de Saint-Marc tout va mal, le médecin qui sort de l'université, lui, il va sur Google d'abord, puis s'il voit que tout va mal à Saint-Marc, il se dit je vais certainement pas aller là-bas parce qu'il y a tellement de problèmes là-bas que je vais me rendre ailleurs. Donc il faut demeurer, malgré tous les défis qui se présentent à nous, demeurer positif. Et puis, alors moi je réitère la main tendue que je vous tends à chaque fois que j'ai l'occasion de vous voir. Mon bureau est ouvert. S'il y a des situations, puis en effet, on a pris note des belles situations qui nous ont été exposées ici. Mais s'il y a des situations qui vous préoccupent, s'il y a quelque chose qu'on puisse faire, eh bien, surtout, n'hésitez pas à appeler au bureau. C'est avec grand plaisir qu'on va vous rendre service, si on peut essayer de régler la situation. Sonia, merci énormément. Merci encore à celles et ceux qui ont organisé cette belle après-midi. Vous êtes formidables. Jean, ne vous inquiétez pas, je savais que ce serait parfait.